Chers téléspectateurs, c'est de nouveau un anniversaire qui va nous fournir la matière de notre sujet d'aujourd'hui. Il y a 250 ans, en effet, arrivait aux affaires le chancelier Maupoux, bien oublié aujourd'hui, mais qui n'en a pas moins joué un rôle essentiel à la fin de la monarchie, à quelques années de la Révolution, en imposant une réforme qui aurait peut-être pu permettre de faire l'économie de celle-ci. En effet, le chancelier Maupoux va s'opposer au Parlement qui systématiquement refusait les réformes souhaitées par la monarchie, et de ce point de vue, il aurait pu peut-être être l'atout qui aurait permis à celle-ci d'échapper au sort qui fut le sien à partir de 1789. Pour se replacer dans le contexte de l'époque, il faut rappeler que les parlements menaient une sorte de guerre d'usure contre le pouvoir royal. On l'avait vu dans les années 1748-49 avec la réforme de Machaut d'Arnouville qui voulait créer un nouvel impôt, le 20e. On avait vu ensuite que les parlements étaient intervenus sur la question des billets de confession qui étaient réclamés à tous ceux qui étaient suspectés de jansénisme. On avait vu les parlements en pointe également, et sans que cela ait été à l'origine une initiative royale, pour l'expulsion des jésuites également. Eh bien, il se trouve qu'à la fin des années 1760, cet affrontement va ressurgir, et le chancelier Maupoux en sera l'un des principaux acteurs. Pour replacer le contexte général de cette crise, je citerai simplement le roi Louis XV qui, en mars 1766, au cours d'un lit de justice, d'une séance extraordinaire du Parlement de Paris, était venu affirmer son intention d'imposer son autorité. Voici ce qu'il déclarait dans ce que l'on a appelé par la suite la séance de la flagellation. C'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine. C'est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité. C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif. C'est là que va être toute la question au cours des années suivantes, car les parlements demeurent indisciplinés, le Parlement de Paris bien sûr en pointe, mais des parlements, il y en a 13 en tout dans le royaume, et ceux de province se solidarisent le plus souvent avec celui de Paris. À plusieurs reprises, le roi a même exilé pour un temps les parlementaires. Des crises donc ont eu lieu déjà en amont, mais on va atteindre le paroxysme de celle-ci au cours des années 1768-1771. En effet, c'est en 1768 que René-Nicolas Charles-Augustin Maupoux va devenir chancelier et garde des Sceaux, c'est-à-dire ayant en charge la justice et donc les cours que sont les parlements du royaume. Qui est-il? Il est né à Paris en 1714, il est issu d'une famille de robes. Son père, Charles-René Maupoux, a été premier président du Parlement de Paris de 1743 à 1757. Lui-même a été conseiller au Parlement d'abord, puis président à Mortier. Mortier, c'est la coiffe particulière que portaient certains des adjoints du premier président. Et puis ensuite, il sera premier président du Parlement de 1743 à de 1763 à 1768, et c'est même lui qui avait préparé le texte lu par le roi lors de cette fameuse séance de la flagellation que j'évoquais en amont. Alors, le voilà donc garde des Sceaux, en charge de la justice, une fonction tout à fait importante. En termes de rang, il vient immédiatement après les princes du sang, après les membres de la famille royale, et il va se retrouver confronté à la mauvaise volonté des juges,
des parlementaires qui ont en charge la justice que leur a délégué le roi au fil du temps. Et ces parlementaires, ils ont donc des fonctions judiciaires, ils jugent en appel notamment, et puis également ils ont une fonction politique puisqu'ils bénéficient, ils exercent un droit de remontrance par rapport aux édits ou aux ordonnances qui sont promulguées par le roi. C'est un pouvoir qui s'est installé là aussi au fil du temps. Louis XIV a limité les pouvoirs en question, c'est-à-dire que les remontrances n'étaient acceptées par le roi à son époque qu'après que l'enregistrement eût été réalisé, ce qui limitait beaucoup la capacité de nuisance des parlements. Mais en 1715, le régent Philippe d'Orléans, qui avait demandé au Parlement de Paris de casser le testament de Louis XIV, a rendu aux parlementaires leurs anciens pouvoirs et ceux-ci vont user et même abuser de leur droit de remontrance, ce qui va entraîner un certain nombre de conflits, des grèves parlementaires, une cessation de service, selon l'expression retenue à l'époque, ce qui va entraîner, je l'évoquais tout à l'heure, à plusieurs reprises, l'exil des parlementaires décidé par le roi en 1720, en 1732, en 1753. Donc la crise que nous allons évoquer n'est qu'une parmi d'autres. Nombreuses sont celles qui l'ont précédée. Alors, ces parlements, ils prétendent, en plus, en établissant des liens entre eux, ne constituer qu'un seul corps, de manière plus ou moins confuse. Leur ambition, c'est de constituer une sorte d'instance législative, une sorte de parlement au sens classique qui nous est familier du terme, en mesure de contrôler l'action royale, ce qui constitue évidemment un danger pour la monarchie. En même temps, la monarchie est en situation de faiblesse car elle a toujours les besoins financiers que l'on sait. La guerre de 7 ans s'est très mal terminée en 1763. En plus, elle a coûté très cher. Tout cela entraîne une crise financière qui donne au Parlement, évidemment, la possibilité de faire pression sur le roi, puisque toute tentative nouvelle d'imposer un impôt doit passer effectivement par leur bonne volonté, par le fameux enregistrement que les parlementaires sont censés donner. Tout cela est même théorisé. Il y a un avocat janséniste, Louis-Adrien Lepage, qui prétend que le Parlement doit voir reconnu de manière institutionnelle ses pouvoirs de contrôle, qu'il doit être la conscience du roi. Derrière tout cela, c'est la question de la souveraineté nationale qui est posée par rapport à l'autorité royale. Dans ce contexte bien particulier, il faut savoir que les jansénistes qui ont des comptes à régler avec la monarchie depuis la politique que Louis XIV a menée contre eux, notamment depuis la bulle Unigenitus promulguée par le pape en 1713, les jansénistes bénéficient de relais et de réseaux influents dans le milieu parlementaire et ils vont être constamment à l'offensive pendant tout le XVIIIe siècle contre l'autorité royale. Cela va peser d'un poids certain dans l'histoire de ce conflit entre parlementaires et pouvoir monarchique. Alors, le conflit, les tensions sont telles qu'en décembre 1770, Maupeou va promulguer un édit de discipline dans lequel il rappelle les principes qui ont été énoncés par Louis XV lors de la fameuse séance de la flagellation, à savoir que le pouvoir législatif appartient au roi et que les cours souveraines ne tiennent que de lui leur autorité. Et la crise à ce moment-là est ouverte, d'autant que les parlements prétendent établir
établir des liens entre eux, celui de Paris bien sûr, et puis les autres en province, au point qu'on en arrive à une crise qui voit l'autorité royale menacer les parlementaires de confiscation de leurs charges. Il faut rappeler que ces parlementaires ont acheté leurs charges, qu'elle est devenue au début du XVIIe siècle héréditaire contre le versement d'une taxe particulière. Ils représentent donc une organisation, un corps constitué dans l'État qui dispose de pouvoirs tout à fait redoutables. Alors, donc, édit de discipline de décembre 70, qui n'est pas pris au sérieux par les rebelles. Alors, dans la nuit du 19 au 20 janvier 1771, eh bien, une lettre est portée à tous les parlementaires par les mousquetaires du roi pour leur demander de s'incliner devant la volonté du monarque. Certains vont accepter, puis vont revenir ensuite sur leur décision, et c'est un front commun qui se constitue en quelque sorte contre l'autorité royale. On va donc décider en contrepartie du côté du roi de confisquer les offices des parlementaires, en admettant d'ailleurs le principe qu'on devra les rembourser. Et puis, également, on décide que désormais, ces fonctions-là seront exercées par des gens qui n'auront plus acheté leurs charges, mais qui seront nommés par le souverain en fonction de leur talent, de leur capacité, de leurs compétences. C'est une petite révolution, c'est quelque part la fin de la vénalité des offices, sur laquelle reposait en grande partie tout l'appareil administratif royal de l'époque. Les nouveaux magistrats seront donc en quelque sorte des fonctionnaires payés par l'État. De plus, les épices, c'est-à-dire les cadeaux que recevaient les parlementaires appelés à rendre la justice et qui engendraient, on sans doute, une énorme corruption parlementaire chez les juges, eh bien ces épices sont supprimées et la justice est proclamée gratuite à ce moment. Donc une réforme de grande ampleur, une carte judiciaire de plus complètement redécoupée, les parlements de Douai et de Metz sont supprimés, le ressort du Parlement de Paris va être divisé en 6 circonscriptions, parce que c'était le ressort le plus important parmi ceux des différents parlements. Les parlements de Rouen et de Toulouse sont démembrés, les personnels parlementaires de Rennes et d'Aix se voient remplacés. Il faut dire qu'avec Rennes, il y avait eu des problèmes à l'époque du ministère Choiseul, emmené par un des leurs. Les parlementaires rennais, derrière la Chalotais, s'étaient opposés au duc d'Aiguillon et la crise avait été extrêmement sévère. Donc une volonté de reprise en main par le roi, par la monarchie des parlements qui se dressait donc contre l'autorité du souverain. Alors quelles sont les réactions? Alors de nombreuses libelles sont alors publiées pour dénoncer l'arbitraire royal. Tout un courant d'opinion se solidarise avec les parlementaires, et c'est surtout le fait des parlements entre eux qui se soutiennent mutuellement. Mais en revanche, il faut noter que l'opinion éclairée, on peut prendre par exemple le cas de Voltaire, se déclare tout à fait favorable à la réforme. Il faut dire que les juges à l'époque, dans cette opinion éclairée, avaient une image plutôt négative. On se souvient des affaires Calas, Sirven, de l'affaire du Chevalier de la Barre, des scandales judiciaires intervenus
quelque temps auparavant, qui avait d'ailleurs amené Voltaire à se mobiliser en faveur des accusés. On se souvient de l'affaire Calas, ce protestant accusé du meurtre de son fils à tort. Pour l'affaire Cervène, c'est quelque chose d'à peu près équivalent. Le chevalier de la Barre qui avait été exécuté pour avoir proféré des injures antichrétiennes, etc. Donc l'opinion éclairée ne se sent pas automatiquement solidaire de ces parlementaires et aurait plutôt tendance à soutenir dans cette affaire l'autorité royale. Et le roi va chercher à pousser son avantage parce qu'il voit bien là l'occasion d'en finir avec une opposition qu'il juge tout à fait stérile. C'est ce que pensent aussi beaucoup de réformateurs de l'époque, inspirés par les Lumières. Le problème, c'est que la lutte va se poursuivre dans un contexte assez difficile pour la monarchie, contexte de difficultés financières, contexte également qui voit grandir l'impopularité de Louis XV, Louis XV qui disparaît en 1774, mais dont on sait qu'on va emmener son corps à Saint-Denis à la nuit tombée, parce qu'on craint les réactions d'hostilité populaire. Et dans ce contexte bien particulier, tout va changer avec l'avènement du jeune Louis XVI. Quand celui-ci était dauphin, il s'était déclaré plutôt favorable à la réforme, mais une fois arrivé sur le trône, il est avant tout soucieux d'apaisement dans les relations avec le Parlement. Il va être un petit peu dans la posture qu'avait eu le régent après la mort de Louis XIV, et en 1774, on va retirer les sceaux à Maupoux, c'est une forme de désaveu, et en 74 également, à la fin de l'année, eh bien, on va rappeler les anciens parlements dans leur composition antérieure à la réforme. C'est évidemment une décision qui va être très lourde de conséquences. Maupoux, d'ailleurs, dira à ce moment, si le roi veut perdre sa couronne, il en est le maître. C'est lui qui en sera, responsable. En tout cas, cette réforme débouche donc sur un échec. Maupoux, qui disparaîtra en 1792, ne démordra pas des options qui avaient été les siennes au cours de cette crise, et ultérieurement, on va, dans une large mesure, considérer qu'il s'agit là, en quelque sorte, en amont d'un premier acte de la Révolution. En effet, celle-ci n'éclate pas, ne tombe pas du ciel en 1789. Il y a bien sûr des raisons que l'on connaît bien, la crise financière de l'Ancien Régime, la réaction aristocratique des années précédentes qui a durci les tensions sociales dans le royaume, mais il est clair que les parlements, dans les années précédentes 1789, vont systématiquement s'opposer à toutes les tentatives de réforme portées par des ministres qui avaient bien compris quels étaient les maux dont souffrait la monarchie, en particulier les réformes fiscales, bien entendu, les parlementaires qui étaient dans une large mesure des privilégiés, bloquant toute tentative en ce sens. D'une certaine manière, donc, l'échec de la réforme Maupoux préparait les événements qui suivront quelques années plus tard et qui seront fatales à la monarchie.
Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux aujourd'hui de retrouver Anne Sicard, qui avait dû nous quitter pour quelques semaines pour des raisons familiales, et qui va nous parler aujourd'hui d'un personnage haut en couleur, puisqu'il s'agit d'Andreas Hofer, le résistant tyrolien à Napoléon. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage peu connu des Français. Pourtant, nous devrions le connaître, car cet homme a été un grand ennemi de Napoléon Ier. Il s'agit donc d'Andreas Hofer. Je vais vous raconter comment ce modeste aubergiste a incarné la résistance du Tyrol à la politique européenne de l'empereur des Français. Ce petit territoire, au centre de la chaîne des Alpes, fait partie intégrante de l'Empire d'Autriche depuis le XIVe siècle et comprend encore le Trentin et le Haut-Adige, la vallée et le col du Brenner, liant le nord et le sud du Tyrol. Cette région a une forte identité, vécue par un peuple de paysans montagnards qui a très tôt, par la nécessité de chasser, adopté les armes à feu et élevé cela au rang de sport national. Le plus humble paysan possède une arme à feu chez lui et sait parfaitement s'en servir. Les Tyroliens ont non seulement le droit de porter les armes, mais sont tenus de défendre les frontières du Tyrol en cas d'attaque. Les hommes en âge de combattre, quelle que soit leur origine sociale, sont regroupés en milices de tirailleurs, les Schützen, et s'entraînent dans les stands de tir que possèdent tous les cantons. La population, d'à peu près 600 000 âmes, est composée à 78% de paysans. Le Tyrol est profondément catholique, la religion rythmant la vie de chaque Tyrolien. L'expression de cette foi vécue est résumée tout entière dans le salut qui est encore utilisé aujourd'hui, Grüß Gott. Dès la première coalition, les Tyroliens affrontent les Français pendant que Bonaparte se bat non loin en Italie. Les milices tyroliennes sont mobilisées. Devant leur détermination au combat, le général Joubert, qui commande les troupes françaises, décide de se retirer du Tyrol alors que l'Autriche, pays suzerain, est battue. Puis, c'est la seconde coalition en 1799. Cette fois-ci, c'est le général Lecourbe qui affronte 6000 tirailleurs du Tyrol et préfère lui aussi se retirer. Andreas Hofer a pris là part à ses premiers combats. Quand l'Autriche est à nouveau vaincue à la bataille d'Ulm, et malgré les efforts de l'archiduc Jean, le plus jeune frère de l'empereur d'Autriche et le chef militaire de l'armée des Alpes, qui est très populaire et très attaché au Tyrol, les troupes françaises rentrent à nouveau dans la province avec à leur tête le maréchal Ney. Plusieurs batailles ont lieu qui voient la défaite des Tyroliens et des troupes autrichiennes. L'archiduc Jean doit se retirer la mort dans l'âme pour renforcer les troupes autour de Vienne. Après la victoire d'Austerlitz le 2 décembre 1805, l'Autriche est contrainte de signer la paix de Presbourg le 26 décembre 1805 et d'abandonner, entre autres territoires, le Tyrol à la Bavière, allié de l'Empire français. Malgré les conditions du traité qui garantissent au Tyrol les mêmes titres, droits et prérogatives qu'il possédait sous Sa Majesté l'empereur d'Autriche, et malgré tous les aspects qui peuvent lier les Bavarois et les Tyroliens, ceux-ci vont accueillir avec hostilité l'autorité de leur nouveau souverain, Maximilien-Joseph de Bavière. On a caché les armes, mais pas très loin, car on ne doute pas que l'annexion ne soit que provisoire et que bientôt le Tyrol revienne à l'Autriche. D'autant plus que malgré la défaite, l'Autriche entretient officieusement ce sentiment chez la population tyrolienne, aidée en cela par un courant anti-français et patriotique incarné par un homme du nom de Joseph von Hormeyr, qui est originaire du Tyrol et dont les écrits imprégneront l'insurrection tyrolienne. Plusieurs mesures vont mettre le feu aux poudres. Tout d'abord, des mesures fiscales, impopulaires, puisqu'entre 1806 et 1809, les impôts augmentèrent de 20%. On assiste par ailleurs à un appauvrissement général de la province. Le gouvernement bavarois imposa aussi la mise en dormition des institutions parlementaires de la province qui existaient depuis 400 ans et auxquelles tout Tyrolien était jalousement attaché, jusqu'à proclamer une nouvelle constitution le 1er mai 1808 qui réorganisait le territoire en de nouvelles divisions administratives. Le nom même de Tyrol disparaît du langage officiel pour être nommé la Bavière du Sud. L'exaspération de la population du Tyrol atteint des sommets quand la Bavière tente d'appliquer au Tyrol le système de conscription français. Depuis des centaines d'années, la province avait la spécificité de ne pas se battre hors de ses frontières. La défense du territoire, seulement sa défense. Au début de l'année 1809, le gouvernement bavarois tente de lever des troupes, mais soit les futurs conscrits ne se présentent pas, soit ils désertent à peine recrutés et vont se cacher dans la montagne. Les forces bavaroises se heurtent à la résistance passive de la population et trop peu nombreuses pour en faire davantage, elles renoncent.
Mais ce qui va définitivement mettre le feu aux poudres sont les mesures anticléricales prises par le gouvernement qui veut éradiquer toute manifestation ostentatoire de la foi catholique. D'autant plus que le clergé, de l'évêque au plus petit curé, considère Napoléon comme le mal absolu et ne se prive pas de le dire en chair. Le gouvernement promulgue une série d'interdictions, interdiction de la bénédiction à la grand-messe, contingentement du nombre de cierges, et je m'arrête là car la liste est longue. Évidemment, le peuple résiste à toutes ces mesures, mais le sentiment de persécution va s'accroître, surtout quand les biens de l'Église sont mis en vente, les couvents et les ordres religieux tyroliens dissous. Certes, quand certains évêques protestent, ils sont expulsés. La réaction populaire ne va pas tarder et elle va, je vous le disais, s'incarner en la personne de ce modeste aubergiste nommé Andreas Hofer. Celui-ci est né le 22 novembre 1767 dans le Passiertal. Et depuis ses 7 ans et la mort de sa mère, il a pris l'habitude de se gérer tout seul. Après un temps passé dans le Tyrol Sud, il reprend l'auberge familiale tout en développant parallèlement un commerce de vin, d'eau-de-vie et de chevaux. Andreas Hofer a appris à lire et à écrire à l'école du village. Il parle, en plus de l'allemand, l'italien couramment et passe beaucoup de temps sur les routes. Il a une foi profonde, il récite le rosaire en permanence, il suit une morale stricte. Et il a un caractère agréable, c'est un bon vivant, jovial et chaleureux. Il se lie très facilement avec les gens qu'il rencontre, toutes choses qui lui serviront plus tard pour fédérer la révolte. On le surnomme le Sandwirt, c'est-à-dire l'aubergiste du Sandhof, le nom de son auberge. Sa silhouette est reconnaissable entre toutes. C'est un solide gaillard avec un visage rond orné d'une magnifique et reconnaissable barbe noire. Il porte le costume traditionnel tyrolien, une culotte de cuir noir à bretelles, ornée d'une large ceinture et un grand chapeau flanqué d'une plume d'un côté et d'une image de la Vierge de l'autre. Il représente les paysans de sa vallée aux assemblées de la Diète. Et s'il intègre la compagnie de tirailleurs de son village comme un simple soldat, dès les premiers combats contre les troupes de Bonaparte en 1797, il est nommé capitaine. En 1805, l'archiduc Jean est contraint de quitter le Tyrol. Avant de partir, il fait ses adieux à tous les chefs paysans en leur demandant d'organiser dans chaque province un réseau secret et de maintenir la communication avec lui. Andreas Hofer se chargera scrupuleusement de cette mission tout en continuant officiellement son activité d'aubergiste inoffensif. Les contacts entre Vienne et les aubergistes sollicités par l'archiduc Jean ne cessent pas jusqu'au jour même où Andreas Hofer et 2 autres compagnons sont convoqués à Vienne en janvier 1809 pour préparer une insurrection qui viendra ainsi créer un front utile à l'Autriche. Le 9 avril 1809, l'Autriche déclare la guerre à la France, les troupes autrichiennes pénètrent au Tyrol, le réseau clandestin entretenu par Andreas Hofer et les autres aubergistes se révèle efficace. Les soldats autrichiens sont accueillis en libérateurs. La population est en liesse et ceux qui n'étaient pas encore mobilisés accourent et reçoivent l'ordre de reformer les compagnies de tirailleurs. Le signal est donné. Des feux sont allumés sur les montagnes, des fanions rouges accrochés sur des planches sont lâchés dans les cours des rivières. En quelques jours, la province entière se soulève. Malgré l'aide des Français, les troupes bavaroises assaillies de toutes parts sont obligées de reculer. À l'auberge d'Andreas Hofer, des centaines de Tyroliens armés affluent. Hofer part à leur tête pour reprendre le bourg de Sterzing, au pied du col du Brenner, qui abrite une garnison de 400 Bavarois et qui, devant l'importance de leurs pertes, vont se rendre. La prise de Sterzing a un retentissement phénoménal dans toute la province. Le Tyrol est galvanisé. Bientôt, de toutes les montagnes descendent davantage de tirailleurs tyroliens en armes, avertis par le tocsin qui sonne de village en village. Il faut prendre Innsbruck, qui va tomber le 12 avril, malgré la résistance héroïque du dernier peloton de soldats bavarois, dont le colonel ne voulait pas être vaincu par des paysans. Le général Brisson et les Bavarois qui ont quitté Pretzing sont quant à eux harcelés par les tirailleurs. La guerre de montagne est une nouveauté pour eux et ils ne peuvent rien faire contre les Tyroliens habitués à évoluer sur les versants enneigés, chaussés de crampons ou de raquettes et dans un terrain escarpé traversé par de petites routes de montagne et de vallées encaissées. Les insurgés emploient de plus une tactique terrible. Ils déclenchent des avalanches artificielles faites de neige, rochers et troncs d'arbres qui s'abattent sur les colonnes et emportent chariots, chevaux et hommes. Ensuite, les survivants tombent sous le tir habile des chasseurs tyroliens. Finalement, la colonne Brisson est contrainte de se rendre. 2500 Français et 1300 Bavarois sont faits prisonniers. Dans toutes les villes reprises par les milices tyroliennes, le pouvoir civil est rendu aux Tyroliens qui réorganisent l'administration. Et durant tous ces événements, l'autorité et la légitimité d'Andreas Hofer se sont accrues et celui-ci est devenu un chef incontesté et vénéré qui se bat, comme il le proclame, pour Dieu, l'empereur et la patrie.
Napoléon, quant à lui, a entendu parler de l'aubergiste Hofer et est informé de l'insurrection tyrolienne, mais il ne mesure pas encore ses conséquences. Il a d'autres soucis et porte ses coups sur les troupes autrichiennes de l'archiduc Charles, auxquelles il inflige 5 défaites entre le 19 et le 23 avril 1809. En définitive, il envoie le maréchal Lefebvre pour mater la révolte. Celui-ci est à Salzbourg et commande les troupes bavaroises, car alsacien, il parle couramment l'allemand. Les soldats de Lefebvre qui rentrent au Tyrol vont écrire une page sanglante de l'histoire de la révolte. Telles les colonnes infernales en Vendée, ils sèment la mort et la désolation en brûlant fermes et villages, saccageant les églises, fusillant, passant au fil de l'épée, écorchant, coupant parfois langue et main, noyant ou brûlant vifs les habitants, jusqu'à tuer des nouveau-nés ou éventrer des femmes enceintes. Un curé s'adressant à un officier français lui dit « Les Turcs n'auraient pas fait le mal que vos soldats ont accompli ici ». Les Tyroliens pourtant tiennent bon, mais subissent plusieurs défaites. Quand Andreas Hofer apprend les exactions des troupes ennemies, il a déjà rassemblé ses hommes alors que les troupes autrichiennes envisagent le repli. Les autres chefs de milice se mettent sous l'autorité du Sandwirt, d'autant plus que celui-ci est en relation directe avec l'archiduc Jean. La ville d'Innsbruck a été réoccupée par les Bavarois et Andreas Hofer veut porter un coup décisif en la reprenant. L'affrontement a lieu les 25 et 29 mai 1809 sur la colline du Bergisel qui surplombe la ville. 6000 Tyroliens et plusieurs centaines d'Autrichiens affrontent 4000 Bavarois. L'issue de la bataille est d'abord indécise, puis les Bavarois sont rejetés dans la plaine, le Bergisel est resté aux Tyroliens. Et Andreas Hofer rentre triomphalement dans Innsbruck. Mais les Autrichiens sont battus par Napoléon à Wagram en juillet 1809 et ils ne pourront tenir leur promesse de ne pas abandonner le Tyrol. Bientôt, la plupart des soldats autrichiens quittent la province, laissant les paysans tyroliens seuls face aux troupes napoléoniennes. L'empereur des Français, qui avait sous-estimé l'ampleur de la rébellion, veut maintenant en finir. Il organise un encerclement du Tyrol par ses troupes encadrées par plusieurs de ses généraux, dont le général Lefebvre, qui rentre à nouveau dans Innsbruck. Andreas Hofer exhorte ses Tyroliens au combat malgré la signature de l'armistice entre l'Autriche et Napoléon, signature à laquelle il ne croit pas. De son côté, à Innsbruck, Lefebvre est loin de tenir tout le Tyrol. Dans le sud, ses troupes tombent dans des embuscades et se font étriller par les avalanches artificielles. C'est une débâcle et le général français est contraint d'abandonner alors la capitale du Tyrol. Hofer rentre alors dans Innsbruck et c'est lui, le simple et pieux aubergiste, qui, à la demande des bourgeois et ecclésiastiques de la ville, prend le titre de régent du Tyrol au nom de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Il ne pourra assumer ce rôle que pendant 2 mois, car le 14 octobre 1809, l'Autriche signe avec Napoléon la paix de Schönbrunn. Le Sandwirt est comme assommé d'apprendre la signature de la paix, se considérant lâché par l'Autriche. Pourtant, il reprend la lutte. Les dernières troupes de tirailleurs fidèles se regroupent encore une fois au Bergisel pour un nouvel affrontement contre les Français, mais cette fois-ci, c'est une défaite. Andreas Hofer finit par négocier un accord avec Eugène de Beauharnais, qui avait été envoyé par son beau-père pour pacifier le Tyrol, et il semble que ce soit à la fin de l'insurrection. L'aubergiste regagne sa vallée. Mais c'était sans compter sur ce que représente Andreas Hofer. On vient se plaindre auprès de lui, on vient le chercher et on l'exhorte à mener ce qui reste d'insurgés à la bataille. Le Sandwirt est visiblement partagé, mais il se laisse faire. Il sait que cette fois-ci, le combat est perdu. Les derniers insurgés sont battus et la répression qui s'ensuit est impitoyable. Pour Andreas Hofer, c'est la fuite de ferme en ferme. Puis il se cache dans les montagnes pendant plusieurs mois. Une récompense de 1500 florins est offerte pour sa capture. Il est dénoncé par un ancien insurgé, que l'on retrouvera un peu plus tard lynché, et capturé par les Français qui l'emmènent à Mantoue, au Tyrol du Sud. Le long du trajet, la foule lui rend un hommage silencieux, se mettant même à genoux sur son passage. Andreas Hofer est fusillé le 20 février 1810 après avoir prié longuement et s'être confessé. Il a refusé qu'on lui bande les yeux et a commandé lui-même l'ordre de tir. Peu avant son exécution, les prisonniers de la citadelle de Mantoue ont entonné des cantiques tyroliens pour lui rendre hommage. Depuis 1823, le corps d'Andreas Hofer repose dans l'église Saint-Jacques d'Innsbruck et sa famille a été officiellement anoblie par l'empereur d'Autriche en 1818. Aujourd'hui, le souvenir d'Andreas Hofer et de ses compagnons est bien vivant au Tyrol. En témoigne l'importance des commémorations liées à l'insurrection. L'une des plus spectaculaires s'est tenue le 20 septembre 2009 à Innsbruck pour le bicentenaire de la mort du héros tyrolien, avec un défilé de plus de 30 000 participants, dont les fameux tirailleurs, et plus de 60 000 spectateurs. Grüß Gott!
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Francis Bergeron à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Félicien Marceau, Qui suis-je?, publié aux éditions Pardès. Un Félicien Marceau qui s'inscrit dans une excellente collection consacrée à des personnages très divers, écrivains, politiques, etc. Vous avez vous-même, Francis Bergeron, publié plusieurs biographies dans cette collection. Hein. Maurice Barthès, je crois. Exact, oui. Saint-Loup. Hergé également. Une collection, encore une fois, très, très précieuse, une excellente formule, des petits ouvrages illustrés intelligemment qui permettent d'avoir une vue très complète de la biographie, de l'œuvre, d'une personnalité généralement du siècle passé. Des gens souvent oubliés, notamment méconnus, voire des jeunes générations d'aujourd'hui, d'où l'utilité de cette production des éditions Pardès. Alors, Francis Bergeron, je rappelle que vous êtes historien, l'un des animateurs du magazine Présent. Du quotidien papier et Internet. Du quotidien Présent, papier et Internet. Pourquoi cet intérêt pour Félicien Marceau? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous pencher sur le parcours de cet auteur? Je connaissais Félicien Marceau parce que j'avais lu un certain nombre de ses livres, et notamment j'avais lu Crézy, qui est le livre qui a obtenu le prix Goncourt en 1976, je crois, de mémoire. Je vais vous dire très exactement. C'était un roman qui est paru en 1969. En 1969, et moi, en 69, j'étais pas très vieux, mais j'ai lu ce livre et j'avais été frappé. Enfin, c'est un livre assez court, c'est un Goncourt court, donc c'est un Goncourt qu'on lit. Alors souvent, le Goncourt, on l'achète, et 10% à peu près des livres achetés sont lus, les autres sont mis dans une bibliothèque. J'avais lu ce livre, donc j'étais à la sortie de l'adolescence. C'est une histoire d'amour assez tragique entre un politicien et une femme qui pose dans des magazines, un mannequin en quelque sorte, un mannequin anonyme. Cover girl, oui. Cover girl, oui. Et j'avais évidemment, c'était aussi peut-être les derniers émois ou les premiers émois de l'adolescence se terminant, et j'avais été assez sensible à cet ouvrage. Et puis, j'adorais les Belmondo, et l'un des films l'un des films dont le héros est Belmondo, qui s'appelle Le corps de mon ennemi, j'avais trouvé ce film assez génial, l'histoire d'un type qui sort de prison et qui revient dans cette ville du Nord dont il est originaire, et qui va découvrir finalement pourquoi il a été injustement condamné à la prison, et qui va se venger. C'est un des meilleurs Belmondo. Et là aussi, ce film, je l'avais en mémoire. Et un jour, j'ai découvert que ce film avait été tiré d'un livre de Marceau. Et du coup, j'ai eu envie de lire d'autres ouvrages de Félicien Marceau. J'ai découvert ses pièces de théâtre. Je me suis aperçu que c'était un très grand auteur de théâtre, qu'il était surtout connu pour ses pièces de théâtre, comme La Bonne Soupe, L'Étouffe chrétien, L'œuf surtout, L'œuf qui a consacré sa notoriété. Et puis, plus tard, j'ai découvert qu'il y avait un mystère Marceau. Et c'est ça vraiment qui m'a passionné, qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Il y a un mystère Marceau parce qu'il y a deux personnages qui ont fait le Félicien Marceau de l'académicien et le prix Goncourt. Et ces deux personnages, c'est un Belge qui s'appelait Louis Carrette et un Français qui s'appelait Félicien Marceau. Et ces deux personnages, c'est le même homme. C'est comme Romain Gary, mais en beaucoup plus tragique. C'est-à-dire qu'on découvre très tardivement qu'il y a deux Félicien Marceau, qu'il y a deux hommes, et qu'un jour, un jour de 1945, le Belge Louis Carrette
a changé de nom, a changé de pays, a changé de prénom, a changé de nationalité, a changé de lieu d'habitation, pour des raisons mystérieuses, extraordinaires, et qui donnaient matière à, je dirais, à une biographie intéressante. Et à une recherche, à une enquête originale, parce qu'encore une fois, c'est un auteur qui, il faut bien le dire, est peu connu ou largement oublié Disons aujourd'hui. Que c'est un auteur qui a eu un énorme succès, c'est ça, qui n'a donné lieu qu'à une seule biographie, ou plutôt un essai, qui est l'essai de Stéphane Hoffmann, qui est pas mal, mais même Stéphane Hoffmann reconnaît dans cet essai qu'il connaissait assez mal l'œuvre de Marceau, mis à part les pièces de théâtre, grosso modo, qui elles ont eu un tel succès, elles ont été jouées 3 ans de suite. Et la pièce L'œuf est au répertoire de la Comédie Française. C'est pour dire que c'est un auteur de théâtre important, mais comme Marcel Achard, ou comme André Roussin. Qui ont eu un grand succès en leur temps, mais qui ont été assez vite oubliés. Et moi, je trouve que Marceau mérite d'être redécouvert. D'abord à cause de ce fait du mystère Marceau. Parce que ce fait du mystère Marceau, d'abord, il éclaire l'histoire de l'épuration en Belgique. Parce que toute l'histoire, c'est en fait le mystère Marceau, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est engagé par la radio belge et au moment de la défaite de la Belgique, enfin de l'invasion de la Belgique en mai-juin 40, pas la défaite puisque la Belgique était neutre, mais de son invasion, il est incorporé dans l'armée pour faire l'animation des loisirs du soldat d'ailleurs, et il part donc dans cette cohorte de soldats belges qui vont se réfugier en France, puis qui vont aller vers le sud de la France, c'est l'exode de l'armée belge. Mais lorsque la radio belge, donc lui était journaliste à la radio belge, mais très très jeune, il avait 23, 24, 25 ans, et lorsque la radio belge rouvre, on lui demande de revenir, et lui revient, reprend son poste à la radio belge. Et c'est ça qui va lui être reproché en 1944, et c'est ce qui explique qu'en 1944, il quitte la Belgique, clandestinement, et il vient se réfugier en France. Il change de nom. Il avait écrit quelques livres, 3 livres sous le nom de Louis Carrette. Donc il va changer de nom, il va changer de prénom, il va changer d'adresse, il va changer de nationalité, et il va faire une carrière extraordinaire en France. En France. Alors qui était ce Louis Carrette, justement? Quel a été son parcours? Alors Louis Carrette, c'est un jeune bruxellois. Son père était très engagé dans le mouvement catholique. Donc lui est très catholique aussi, c'est une famille pieuse. Il envisage la prêtrise à un moment donné, et finalement, l'appel de Dieu n'est pas venu, mais il est très influencé par Henri Géon, qui est un homme de théâtre catholique qui était joué dans les patronages, mais lui dit dans ses souvenirs, parce qu'il a écrit il a écrit un livre de souvenirs en 1968, assez bien fait, assez complet. Il explique qu'il aime beaucoup Henri Géon, et puis il est sous l'influence de Péguy, sous l'influence de Léon Bloy, un petit peu de tous ces auteurs chrétiens, Claudel, évidemment. Et durant cette période, il n'est pas séduit par le mouvement rexiste de Léon de Grelle? Si, enfin... Parce qu'un jeune Belge catholique de l'époque... Et c'est le problème, je dirais même c'est le drame de toute une génération de jeunes catholiques, notamment de Louvain, puisqu'il va faire ses études à Louvain. Et là, qui est l'animateur de la jeunesse catholique de Louvain? C'est effectivement Léon de Grelle, avec son journal étudiant L'Avant-Garde. Et donc, effectivement, alors là... Dans ses mémoires, notamment, Louis Carrette, le futur Félicien Marceau, est assez discret là-dessus, mais je suis persuadé, il est évident qu'il se trouvait non pas embrigadé dans le rexisme, ce que je ne crois pas, parce que ce n'est pas du tout un militant, il est beaucoup plus catholique que politique, beaucoup plus religieux que politique, alors que De Grelle, finalement, est beaucoup plus politique que religieux.
Mais il a forcément côtoyé Léon Degrelle. D'ailleurs, il parle des farces de Louvain, et ces farces de Louvain, elles étaient organisées par Léon Degrelle. Le Léon Degrelle jeune, le Léon Degrelle ami d'Hergé, le Léon Degrelle de 20 ans, de 22 ans, le Léon Degrelle étudiant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il va donc être influencé, il va être dans cette mouvance, et il est certain que lorsque la Belgique est envahie, occupée, il va revenir, il ne va pas partir à Londres, il ne va pas partir en Espagne, il va revenir en Belgique parce que les activités reprennent en Belgique et il va reprendre sa place à la radio, belge, pendant l'occupation. Et il va faire 400-500 émissions. Mais ce sont essentiellement des émissions de théâtre. Il fait venir des acteurs qui viennent jouer au micro des parties de pièces, etc. Mais il va lui être reproché, en 1944, il va lui être reproché 5 émissions consacrées notamment à l'Exode, donc 2 émissions qui sont d'août 1940, donc vraiment au moment... Juste à chaud. Juste à chaud, et il raconte effectivement l'Exode catastrophique des Belges, et puis l'exode catastrophique de l'armée belge, puisque lui-même a vécu cet exode et est allé se réfugier avec l'armée belge en Lot-et-Garonne. Donc on est à Agen, du côté d'Agen, donc on est bien dans quelque chose qu'il a vécu. Il y a ces 2 articles qui lui sont reprochés. Et il y a également un article où il dit que les travailleurs volontaires ne sont pas maltraités, enfin, ou les prisonniers, plus exactement, les prisonniers belges ne sont pas maltraités. Et en fait, il avait fait cette émission pour rassurer les familles. C'est ça, oui. Parce que il y avait quand même beaucoup de Belges beaucoup de militaires belges qui n'étaient pas revenus au foyer. Il a voulu rassurer les familles. Il a fait cette émission et un reportage avec des interviews. Et ça lui était reproché dans l'acte d'accusation en 1944. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Ce n'est absolument pas c'est pas un militant, c'est un peu comme Hergé, si vous voulez. C'est pas un militant, c'est un intellectuel, un intellectuel catholique qui n'est pas du tout favorable à la nouvelle Europe ou à ces types de mythes ou d'espérances. Il a, au début de l'occupation, il va faire partie du cercle des époux Didier, qui avait un petit cercle qui s'appelait la communauté, et avec quelques intellectuels, effectivement, comme Robert Poulet, il va se dire on pourrait faire quelque chose comme Vichy, quoi. On pourrait faire quelque chose comme Vichy. La séduction de la révolution nationale, mais très vite, annoncée en France. Exactement. Mais très vite, il y a les dissensions. Et il se dit c'est pas possible. Et ce petit groupe, ce petit noyau se disperse. Et lui, d'ailleurs, va arrêter... en 1942, il arrête de faire ses émissions de radio et il va se consacrer à la littérature et il va publier Gelderode, je crois que c'est Gelderode, c'est ça, les œuvres complètes, je ne sais pas si ça se prononce Gelderode ou Gelderode, enfin un écrivain belge, et il va publier ses propres livres, il va vivre de cela jusqu'à la libération. Oui, et puis c'est une littérature qui n'est pas une littérature engagée non, à l'époque. Pas du tout. Non, ce sont des romans. Oui, alors tout cela en dit long sur l'épuration belge. Alors l'épuration belge, on dit que l'épuration française a été terrifiante. On sait qu'il y a eu entre 40 000 et 100 000 exécutions sommaires, et condamnations à mort et exécutions légales. La Belgique, à proportion, l'épuration a été beaucoup plus violente, beaucoup plus grave, notamment si on prend l'équipe qui faisait les émissions de radio de la télévision bruxelloise, il y a eu, je ne sais plus, peut-être 40 condamnations à mort et 40 exécutions, enfin quelque chose comme ça. La proportion du nombre d'exécutés ou de condamnations à mort est incroyable en Belgique. Et notamment parce que il y avait déjà eu une épuration en 1918. C'est ça. Il y avait, en 1918, la communauté flamande avait été épurée d'une manière absolument incroyable. Il y avait eu vraiment... il y avait encore des gens en prison dans les années 20 du fait d'une collaboration
avec le gouvernement Worms. Exactement, de 14-18. Et donc il y avait cette espèce de conflit entre les Flamands et les Wallons, et puis entre les pro-allemands et les pro-français, en quelque sorte. Et avoir même pactisé, même très peu de temps, même de manière très superficielle avec l'occupant, était déjà un élément discriminant extrêmement fort, extrêmement violent dans la Belgique d'après-guerre. Oui, puis la Belgique d'après-guerre, où on se souvient de ce qui est arrivé au roi Léopold III, qui a été contraint d'abdiquer par le fait d'être resté sur place pendant la période de l'occupation, même si ça ne correspondait pas à un choix de collaboration, d'engagement aux côtés de l'Allemagne nazie. Marceau, d'ailleurs, dit qu'il quitte la radio bruxelloise donc en 1942, c'est-à-dire au moment où l'Allemagne est en pleine réussite de son projet je dirais, d'européanisation. Sont sur la Volga et le Caucase. Exactement. Donc c'est pas par opportunisme qu'il quitte la radio, c'est pas par peur d'être dans le camp des perdants. Il quitte la radio et il dit parce que il y a deux événements qui m'ont interpellé. C'est d'abord le statut des Juifs. Moi, j'étais pas antisémite. Il y a eu un statut des Juifs en Belgique. Oui, il y a eu des lois, enfin quelque chose. Comparable au statut des Juifs. Je n'en connais pas le détail, mais il y a eu. J'imagine que c'était quelque chose, une sorte de. Et encore là-bas, ils avaient un Gauleiter, ils n'avaient pas un gouvernement qui protégeait les Juifs belges, comme nous avons eu en France avec Vichy. Donc j'imagine qu'il devait y avoir quelque chose d'assez comparable, voire de beaucoup plus violent en Belgique, sans que ça atteigne le niveau de ce qui s'est passé en Pologne et dans d'autres pays, mais j'imagine ça. Et puis l'autre élément qui l'a choqué et qui l'a amené à cette démission, c'est le mariage du roi, justement. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mais au fond, le roi prisonnier de l'occupant, et qui en même temps se marie avec une certaine faste, ça me perturbe. Je ne me sens pas en adéquation avec ces événements. Donc il quitte la radio, et c'est là où mais en 1942. Et malgré cela, il est poursuivi en 44-45. Et en 44-45, et ça c'est la nouveauté de mon livre par rapport à tout ce qui a été publié par ailleurs, c'est que le libraire Éric Foss, par je ne sais quel biais, a récupéré des archives familiales, enfin les archives, une partie des archives de Félicien Marceau. Il en a fait don à l'Institut Emmanuel Ratier. Et dans ces archives, il y a toute la correspondance entre Félicien Marceau, son avocat, le ministre de la Justice belge et le ministre de l'Intérieur belge. Et là, on voit, ce sont des lettres d'avocats, il y a l'exposé des griefs à l'égard de Marceau, enfin de Louis Carrette, et on voit que les griefs sont extrêmement superficiels. Et on voit le ministre de la Justice, ministre socialiste, qui dit « mais il n'y a rien dans votre dossier, de toute façon. Revenez et vous serez soit amnistié par le roi, et il ne va rien se passer. » Alors, Marceau lui dit, mais vous pouvez me garantir que je ne vais pas aller en prison? Ah ben non, ça je ne peux pas vous le garantir. Alors, il a préféré rester en France, d'autant que son dossier a été étudié par De Gaulle, Schuman, je crois aussi, et que finalement, ils ont décidé de lui accorder la nationalité française. C'est ça, il a été naturalisé français. Oui, absolument. Et comme il avait une partie de sa famille qui était française, il s'est dit, moi je ne vais pas courir le risque de rentrer dans mon pays, puisque la France, généreuse, et après avoir étudié mon dossier, m'accueille sans réserve. C'est ça. Et après, il fait donc sa carrière littéraire en France. Oui. Alors, une carrière littéraire fulgurante, puisqu'il commence par avoir le prix interallié avec Les Élans du cœur, et puis ensuite, il a ses pièces de théâtre, et quand arrive la pièce de théâtre, quand il écrit la pièce de théâtre L'œuf, qui commence à être jouée, il se dit, L'œuf, soit c'est un bide, et ma carrière théâtrale sera finie, soit ça marche, et dans ce cas-là, voilà. Et L'œuf fut un énorme succès. L'œuf était tiré d'un livre qui s'appelait Chairs et cuir, qu'il avait écrit plusieurs années auparavant. Et l'originalité de L'œuf, c'est l'histoire d'un homme. C'est très cynique comme histoire. C'est l'histoire d'un homme qui
qui a compris comment marchait le système. Parce que ce qui est intéressant aussi chez Marceau, c'est que toute cette expérience, ce qu'il a subi par cette obligation de changer d'identité, de changer de pays, de changer sa vie complètement, ça lui a donné un rejet du système. Le système de la société. C'est un révolté. C'est un révolté académicien, c'est un révolté très joué, c'est un révolté très vendu, très lu, mais c'est un révolté. Et cette révolte fondamentale ne l'a jamais quitté. Donc l'œuf, comme beaucoup d'autres pièces et livres de Marceau, c'est l'histoire d'une révolte contre le système. Et alors donc le personnage va réussir une brillante carrière littéraire en France. Les succès s'installent les années 60 en gros. Oui, fin des années 50 et 60, oui. Et donc on a effectivement le Goncourt en 1969, son élection à l'Académie française en 1975. Et jusqu'en 1975, enfin je dis de mémoire 1975, mais je crois que c'est ça. Et jusqu'à cette date-là, il n'y a jamais eu de résurgence de 27 novembre 1975. D'un passé qu'on pourrait lui reprocher. Il faut dire qu'il était extrêmement discret sur ce passé, et les journalistes, les critiques, les biographes, souvent je dirais, s'interrogeaient ou avaient des approximations. Certains disaient qu'il était né en France, d'autres en Belgique, qu'il avait, sur sa date de naissance, né en 1913, en 1915. Enfin, il y avait beaucoup de flou. Lui-même l'entretenait, ce flou. Mais pas de campagne, pas d'opposition organisée lors de son élection à l'Académie française. Alors, en fait, en 1968, il avait écrit Les années courtes, qui était une biographie, une autobiographie, enfin, jusqu'en 1940. L'autobiographie de Louis Carrette, et pas de Félicien Marceau. Et il avait publié à la fin du livre, il avait publié l'acte d'accusation le concernant. Donc en 1968, il révèle les choses sont connues. Mais c'est vrai que jusqu'en 1975, jusqu'à son élection à l'Académie française, l'affaire n'avait pas... personne ne faisait grief à quelqu'un qui n'avait pas été condamné, au final. Enfin, en tout cas, s'il avait été condamné par contumace à 15 ans de travaux forcés, mais qui n'avait... Ce qui paraît complètement délirant. D'ailleurs, le ministre de la Justice belge socialiste dit, en voyant l'acte d'accusation, si vous avez été condamné à 15 ans de travaux forcés, c'est qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose dans votre dossier. Oui, c'est vrai. Il y a eu énormément de condamnations à mort, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément été exécutées. Robert Poulet a été condamné à mort. Absolument, Mais finalement, c'est une épuration qu'on a oubliée. Quand on se souvient que Hergé, le père de Tintin, a été arrêté 4 ou 5 fois. C'est hallucinant. Enfin, toujours est-il que jusqu'en 1975, c'est un auteur joué, reconnu du système, invité partout. Toutes ses pièces, tous ses livres toutes ces pièces et les films tirés de ces livres sont joués par les plus grands acteurs français. Alain Delon, tous, ils y sont tous. Bernard Blier, Belmondo, tous. Arletty, Francis Blanche. Et puis, en 1975, quand il est élu à l'Académie française, là, il y a un clash. Il y a le poète Pierre-Emmanuel qui dit « Je refuse de siéger avec ce monsieur ». Et il démissionne de l'Académie française. Sauf qu'on ne peut pas démissionner de l'Académie française, mais il dit je ne viendrai plus là. En fait, comme l'a dit Michel Audiard, il y avait assez peu de chances que Pierre-Emmanuel devienne immortel. Ah oui, voilà. Et donc Pierre-Emmanuel qui lance une campagne contre ce malheureux Félicien Marceau. Mais à l'époque, Marceau est vraiment soutenu par tout le monde. Anémone Giscard d'Estaing, par exemple, dit que c'est son écrivain préféré. Vraiment, il est adulé par... il écrit... En revanche, plus récemment, quand il a fallu occuper son siège à l'Académie française, l'élection de Finkielkraut a suscité quelques tumultes. Et c'est là où on voit l'évolution, et l'anachronisme qui se répand d'une manière incroyable sur les événements de 40-44, avec quelques
historiens, entre guillemets, qui propagent des contre-vérités, pour aboutir à ce qu'on vient de vivre avec l'interdiction de la commémoration de Charles Maurras. Oui, bien sûr. C'est vraiment dans le film qui soulève l'indignation de Pierre Assouline, qui soulève l'indignation de Pascal Horry, même, de Pascal Horry. C'est étonnant, mais parce qu'ils se disent, mais au fond, on a enclenché, parce que Pascal Horry est quand même, lui, à l'origine un petit peu de ces mouvements, on a enclenché un processus qu'on ne maîtrise plus, et nous, historiens, quelle va être notre place si maintenant il y a une vérité révélée, une vérité qui ne peut pas être discutée, qui est dogmatique, c'est terrible ce que l'on vit. Et donc effectivement, avec l'élection de Finkielkraut, donc Marceau décède en 2002, je crois, et en 2012, et Félicien Marceau et Finkielkraut est élu à son siège. Et là, on va avoir deux réactions à cette élection, deux réactions très différentes. Il va y avoir les gens qui vont dire Finkielkraut, finalement, qu'il prenne ce siège de Marceau, c'est tout à fait logique, parce que Finkielkraut, c'est un lepéniste, un fasciste déguisé en juif, en quelque sorte. Et puis, on a de l'autre côté les gens qui disent le pauvre Finkielkraut, devoir faire l'hommage d'une ordure collaborationniste comme Marceau, mais c'est épouvantable. En fait, et le discours de Finkielkraut, il est un peu... Il n'est pas génial. Finkielkraut a écrit des choses bien meilleures. Il s'est ménagé la chèvre. Oui, enfin, il dit que Marceau est un grand écrivain. Il l'a découvert parce qu'il avait lu très peu de choses de lui. Il y a notamment le Balzac de Marceau, qui est un ouvrage essentiel pour les Balzaciens. Bon, voilà, Marceau, c'est quand même un personnage qui a suscité beaucoup de polémiques, qui en a suscité même jusqu'après sa mort, et qui était très complexe. Et je trouve que c'est un homme qui mérite d'être redécouvert. Bien, merci beaucoup, Francis Bergeron, pour tous ces éclairages concernant Félicien Marceau. Je rappelle le titre de votre livre, donc Félicien Marceau, dans la collection Qui suis-je, aux éditions Pardès.